Je ne suis pas un expert en politique, loin de là, et je ne pense pas être un expert, mais j'apporte ma petite analyse et mon petit regard. Quel était l'objectif, véritablement? Est-ce que c'était l'objectif de dire qu'il y avait urgence à réunir la gauche? Est-ce que cette sortie-là, vous pensez véritablement réunira la gauche? Mon jeune frère sur le plateau télé a dit que c'était pour faire table rase. On ne fait pas table rase, d'accord, sur ce type de plateau. C'est pas possible, on ne fait pas table rase. Ils ont prêté le flanc, d'accord, et même dédouané, ils ont voulu dédouaner M. Alassane Dramane Ouattara pour dire que effectivement, Laurent Gbagbo peut-être même serait même un acteur de la rébellion, d'accord, un acteur de la rébellion. Mais c'était véritablement grotesque. Et qu'est-ce que véritablement cela nous apporterait? Si M. Laurent Gbagbo est un acteur de la rébellion, d'accord, si M. Laurent Gbagbo est un acteur de la rébellion, pourquoi ne pas faire son procès? Vous pensez véritablement que M. Laurent Gbagbo a été envoyé à la CPI, à la Cour pénale internationale, pendant plus de 10 ans de sa vie, il a trimé? M. Alassane Dramane Ouattara aura une occasion en or de pouvoir enfermer M. Laurent Gbagbo et il va le regarder par amour? Vous le pensez véritablement? Ne vous pressez pas. Je vais vous montrer, d'accord, des éléments de l'actualité qui vous prouveront le contraire. Je dis bien, à qui profite le crime? Tout ce spectacle pendant 2 jours auquel vous êtes donné, vous avez donné votre énergie, vous avez perdu, d'accord, votre énergie. Vous avez oublié même, d'accord, le 4e mandat. Vous avez oublié même les personnes qui sont sorties par rapport à cette constitution. À condition qu'on me dise aujourd'hui que la majorité des Ivoiriens, d'accord, consentent ce 4e mandat. Là, il n'y a pas de problème. Mais le taux que j'ai vu dans ces semblants d'élections en Côte d'Ivoire ne prouve absolument rien. C'est-à-dire que M. Alassane Dramane Ouattara est impopulaire. Parce que on a poussé même un taux en allant jusqu'à 50%. Mais au fin fond de nous, on sait que les 50% n'ont pas été atteints. La preuve, ce n'est pas nous qui l'avions dit. Madame Simone Eyivé Gbagbo, qui a voulu partir dans cette aventure, a dit que certains Ivoiriens ont passé leur temps à traumatiser d'autres Ivoiriens pour ne pas qu'ils puissent sortir. Ah bon? Mais si les Ivoiriens sont confiants, si le pays il est ultra sécurisé, si 44 000 forces de l'ordre ont sécurisé le pays, si la CEDEAO a dit que le scrutin était calme, alors pourquoi les gens étaient traumatisés? Qui sont les gens qui ont causé cela? D'accord? Qui sont les gens qui ont causé cela? Venir dire que oui, les gens, Soro n'a pas désarmé. Mais quand Soro n'a pas désarmé, le RDR qui était à l'époque à l'opposition, c'est plein? C'est-il plein? Tous ceux qui étaient autour, qui formaient, d'accord, les forces d'opposition. Parce que ce que vous oubliez, un pays, quand on dit on est responsable, c'est ce qu'on nous reproche, nous. Parce que nous, on ne s'exprime pas. Moi, je dis nous parce que je me mets dans une catégorie. Et il y a certaines personnes qui pensent comme moi. On ne pense pas, d'accord, comme certaines personnes. C'est-à-dire venir cirer les pompes de M. Ouattara, prendre des goudrons en Côte d'Ivoire, prendre des ponts en photo et dire que la Côte d'Ivoire va bien. Excusez-moi, vous êtes certainement plus intelligent. Vous êtes plus intelligent que moi, je pense, mais on ne m'a pas appris en fait, on ne m'a pas éduqué à cela. On ne m'a pas éduqué à cela. On ne m'a pas éduqué à cela. Mon père ne m'a pas dit, écoute, prends des goudrons en photo, prends des ponts en photo, parce que des ponts, j'en ai connu des milliers dans ma vie. Dans ma petite misérable vie, des ponts, j'en ai connu des milliers. Et je ne me suis jamais arrêté sur un pont pour prendre un pont en photo. Vous comprenez cela, quoi? Et puis, c'est pas parce que je suis sorti de mon pays, peut-être un petit peu tôt. Même quand j'étais né en Côte d'Ivoire, j'ai vu des ponts. Donc, excusez-moi, j'ai vu du goudron en Côte d'Ivoire quand j'étais né. Ok? Donc, pourquoi vous voulez que tout le monde pense comme certaines personnes? Je vais vous rebondir sur quelque chose. J'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a dit, Herman Aboua, il a dit, oui, tu as raison, il faut venir en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire ce que Herman Aboua voulait vous dire, parce que vous ne comprenez pas. Herman Aboua, quand il dit, c'est bien beau, d'accord, d'être à 6000 km et d'être passionné sur des sujets politiques. Si tu as envie de venir saluer ta famille en Côte d'Ivoire, je pense que tu vas rester, d'accord? Tu vas essayer de doser. Vous savez ce que ça veut dire? Vous voulez que je vous dise clairement? Herman Aboua est en train de dire qu'à Abidjan, c'est une dictature. Et à Abidjan, là, on ne parle pas de la politique avec passion. Est-ce que c'est un crime de parler avec passion? Parce que dans la passion, ça ne veut pas dire injure. Dans la passion, ça ne veut pas dire, comment on dit, insulter, diffamer. Donc, je pense que le niveau scolaire et académique en Côte d'Ivoire est tellement bas que vous ne comprenez pas. Un citoyen de son pays qui se complaît, que quelqu'un lui dit que oui, quand tu as 6000 km de ton pays, tu t'exprimes avec passion, viens saluer tes parents. Vous savez ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui est grave. Ça veut dire que quand on parle, on s'exprime avec passion en Côte d'Ivoire, on ne peut pas voir ses parents. Et vous, vous êtes heureux? Vous êtes heureux de cela? Mais il y a vraiment un problème de fond. Herman Aboua, il vit en Côte d'Ivoire.
Herman Aboua, il exerce en Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas s'exprimer comme il se doit. Et vous, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Mais les gars, réfléchissez. J'ai même vu cela, ce post a été posté partout sur First Magazine. Beaucoup d'Ivoiriens ont partagé. Vous savez pourquoi moi je n'ai pas répondu? Parce que je n'ai pas le temps que pour cela. Et j'ai mal pour mon pays. Un pays qui n'a pas un niveau académique, un niveau de pensée. D'accord? Un niveau de pensée, c'est un pays qui ne connaîtra jamais le développement. Et on va en venir sur ce sujet. Parce que ce sujet fait partie aussi de l'un des pans que je vais aborder. Mais je vous dis, quelle est la valeur de la sortie de M. Charles Blé Goudé? Et je le dis avec respect. Parce que quand je dis M. Charles Blé Goudé, je ne viens pas prendre une posture. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Ce n'est pas parce que M. Charles Blé Goudé est sorti sur NCI que tout le monde doit forcément aller dans le sens de M. Charles Blé Goudé. Vous, les militants du RDR, nouvellement RHDP, vous étiez heureux de la sortie de M. Charles Blé Goudé. Vous savez pourquoi? Parce que vous aviez écrit partout, Alassane Ouattara, Dieu est avec toi. Alassane Ouattara, enfin, Dieu est en train de faire ton palabre. D'accord? Parce que Charles Blé Goudé n'a pas évoqué Alassane Ouattara. Quand il était sur le plateau, a-t-il parlé du 4e mandat? A-t-il parlé des victimes de Nayo? Parce que je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu un seul gendarme qui a perdu la vie. Et les autres personnes. Charles Blé Goudé a eu le temps de parler de cela? Non. Tant qu'on ne s'adresse pas à votre roi, à votre empereur, vous êtes heureux. Mais alors, Charles Blé Goudé, il est du RHDP ou il est opposant? Parce que je n'ai jamais vu, jusqu'à preuve du contraire, Alassane Ouattara, étant opposant, prendre parti pour Henri Konan Bédié. Étant opposant. Henri Konan Bédié étant au pouvoir, je n'ai jamais vu Alassane Ouattara faire cela. Je n'ai jamais vu Alassane Ouattara prendre parti pour Laurent Gbagbo, étant opposant. Parce qu'il est dans son rôle d'opposant. Il est dans son rôle d'opposant. Il critiquait. Mais on ne va pas me dire que tout est net, tout est parfait. Cherchez-moi les sorties de M. Charles Blé Goudé en tant qu'opposant. Cherchez-moi ces sorties. Alors, ne venez pas nous dire tout et n'importe quoi. Vous croyez que moi, je suis dans un sitcom parce que certains Ivoiriens viennent sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont envie de rentrer en Côte d'Ivoire pour aller voir leurs parents, parce qu'ils ont envie d'aller à Assini. Vous croyez que tout le monde pense comme cela? Chacun a son destin, chacun a sa route, chacun a son chemin. Et moi, ne pensez pas que je suis quelqu'un qui est envoyé ou missionné par quelqu'un. Et je ne cherche pas à être populaire. Mais j'ai la fierté d'être un citoyen ivoirien. Je vous l'ai dit à titre personnel. Quand il s'agira de m'exprimer en toute liberté, et heureusement que je ne suis pas encarté politiquement, je n'ai pas de carte de militant, mais je veux véritablement m'exprimer comme il se doit. Et c'est un droit fondamental, je dirais même universel, pour tout homme. La terre de mes ancêtres, vous ne voulez pas que je parle de la terre de mes ancêtres, je vais m'élever, je vais mettre ma caméra et je vais commencer à encenser des hommes? Vous le pensez véritablement? Non mais franchement, je tombe des nues. Je tombe des nues. Et qu'est-ce que j'entends? Charles Blé Goudé a sacrifié sa vie pour Laurent Gbagbo. Vous êtes sérieux? Mon propre père qui m'a mis au monde, il ne voudra pas que je sacrifie ma vie pour lui. Je répète, mon propre géniteur ne voudra pas que je sacrifie ma vie pour lui. Parce qu'il me dira tout simplement, fiston, prends ta vie, c'est ton destin. La mienne, je ne l'ai pas sacrifiée, d'accord? Je ne l'ai pas sacrifiée pour mon père. Mon père m'a donné la chance de faire ce que je veux. Quand on est ivoirien, on ne sacrifie pas sa vie pour un leader politique. Tu sacrifies ta vie pour quoi? On se bat pour son pays. S'il y a mort, il y a mort. On ne sacrifie pas sa vie pour un homme politique. On ne sacrifie pas sa vie pour un homme politique. Et je le dis à tous les jeunes en Côte d'Ivoire. Ne sacrifiez pas votre vie pour Laurent Gbagbo. Ne sacrifiez pas votre vie pour Alassane Ouattara. Ne sacrifiez pas votre vie pour Tidjane Thiam. Ne sacrifiez pas votre vie pour un homme politique. On est citoyen. Quand quelque chose ne va pas, on prend son courage à deux mains. La vie est un choix. On n'oblige personne à mettre sa caméra ou à s'exprimer pour son pays. Vous savez, il y a des gens qui essaient de faire le jeu de l'équilibre. Parce qu'ils en sont conscients. Ils se disent que si je dis trop la vérité, ma vie sera exposée, ma vie sera en danger. Et il y a des gens qui n'ont rien à foutre des TikTok. Ils n'ont rien à foutre des panels. Ils mènent leur petite vie sans allumer leur caméra. Ils ne participent à aucun débat. C'est leur choix. On ne les en voudra pas. Je n'en voudrais personne qui n'a pas envie de parler. Chacun a son centre d'intérêt. Et puis il y a des gens qui mettent leur caméra, ils s'expriment. Mais derrière, ils assument. Vous croyez que le PPACI fait ma sécurité? Vous croyez que le PDCI RDA fait ma sécurité? Vous croyez que le RHDP fait ma sécurité? Non, c'est un choix de vie. Et mes amis les plus proches vous le diront. C'est un choix de vie que je fais. Mais je mesure l'ampleur de ce que j'ai dit. Je mesure l'ampleur de ce que j'ai dit. Parce que ce que j'ai dit ne plaira pas forcément à tout le monde. Ce serait même étrange que mes prises de parole plaisent à tout le monde. À partir du moment où mes prises de parole plairont à tout le monde, il y aura un problème. C'est que je suis le pire hypocrite qui puisse exister sur la terre.
Je ne cherche pas à plaire et satisfaire tout le monde. Je viens, je m'exprime, j'éteins ma caméra, je continue ma petite vie. Ma petite vie de merde. Est-ce que vous comprenez? Et je ne viens pas dire à quelqu'un que je suis le plus fort et le plus courageux. Des plus forts, des plus courageux, vous en avez partout. Mais c'est juste laisser les gens s'exprimer, laisser les gens respirer, laisser les gens vivre leur vie. Et c'est ce dont on reproche. Donc ne venez pas dire que Herman Abou a dit, vous n'avez rien compris. Vous avez des problèmes de sémantique ou de compréhension, ou peut-être vous faites semblant. Herman Abou, il craint pour sa vie. Et je le comprends parce qu'il a eu plein de problèmes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Je le comprends. Celui qui veut aller à Abidjan, qui a une carrière à Abidjan, qui veut travailler avec le RHDP, il est libre de le faire. Mais la seule chose qui va véritablement nous séparer, ce sont les arguments. Parce que quelqu'un qui mange avec le diable et quelqu'un qui ne mange pas avec le diable, celui qui ne mange pas avec le diable, lors d'un débat, sera plus à l'aise par rapport à celui qui mange avec le diable. Je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Je n'ai jamais eu de mandat électif. Je n'ai jamais voulu me présenter aux élections. Je n'ai jamais voulu être militant d'un parti politique. Je n'ai jamais été payé par un homme politique. Je n'ai jamais même eu un billet de ma vie depuis que j'existe. Un homme politique me l'a tendu. Donc j'ai ma liberté. Si aujourd'hui j'allume ma caméra, je ne suis pas d'accord avec Laurent Gbagbo, je dirai ce que je pense. Si je ne suis pas d'accord avec Henri Konan Bédié ou Tidjane Thiam, je dirai ce que je pense. Si je ne suis pas d'accord avec, je dirai toujours ce que je pense. Parce que personne, je dis bien personne, j'ai eu à rencontrer des hommes politiques. Et si ces hommes politiques, un jour, d'accord, regardent cette vidéo, ils vous diront qui est Nsa Toungla. Je ne me suis jamais prosterné devant un homme politique. Vous avez vu mon interview avec Tidjane Thiam. Demandez aux hommes du PDCI qui étaient proches, qui étaient là ce jour, si j'ai eu à faire des salam alek. Ce n'est pas ma nature. Parce que la dignité chez moi, elle ne se prostitue pas. Je ne prostitue pas ma dignité. Ça peut paraître souvent impoli, insolent, parce que souvent les hommes politiques, ils aiment bien qu'on s'abaisse, qu'on se prosterne devant eux. Je ne me prosternerai jamais devant un homme. À plus forte raison, mes parents. Parce que mes parents ne m'ont pas appris à faire cela. Et c'est ce qui fait ma liberté de penser. Personne ne m'envoie pour quelque chose. Et je souhaite que vous, jeunes de Côte d'Ivoire, parce que vous constituez aujourd'hui plus de 75%, vous constituez plus de 75%, ayez cette mentalité pour avoir la liberté de pouvoir vous exprimer. Ne soyez jamais esclave de qui que ce soit, mais soyez toujours du camp de la vérité. C'est ça. La vérité fait mal. La vérité, elle fait mal, mais elle est bonne. Et avec la vérité, il faut bien évidemment aussi avoir la sagesse de dire cette vérité. Donc, Charles Blé Goudé a parlé. Qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire? Je vous pose la question. Nadi Bamba s'est crucifié. Stéphane Kipré, il a sauté d'un pont. Ils sont à Abidjan, ils mènent leur vie. On fait quoi? On continue de parler sur les panels? On continue? Ils ont été, Nadi Bamba a été interviewé pour dire que c'est elle qui a traité avec la rébellion. Hein? Rien n'a changé. Et la vie continue. Bon, on fait quoi? C'est quoi l'actualité? Les législatives. On va en venir. Mais bon, première information, il y a une nouvelle. Je vais vous citer un peu quelques chiffres. Donc, en fait, voici ce que je voulais vous dire, les amis. Passez à l'utile. Et l'utile, il est agréable. Au lieu de rester dans l'inutile. Ça ne contribue strictement à rien. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas homme politique. Je n'ai pas la trempe d'un homme politique. Parce que les politiciens savent ce qu'ils font. Ils ont leur carrière. Mais en tant que citoyen, j'ai le droit de m'exprimer. Maintenant, le plus grand challenge de M. Charles Blé Goudé, vous voulez rassembler la gauche. Allez-y, rassembler la gauche. Allez-y, rassembler la gauche. Vous êtes libérés. Vous aimez Laurent Gbagbo. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas dit que Laurent Gbagbo n'est plus votre père. Vous avez parlé pour protéger Laurent Gbagbo. D'accord? Allez-y le protéger. Laurent Gbagbo est à Abidjan avec vous. Allez le voir. Puisque vous l'avez protégé, vous avez cassé les dossiers. Qui sont ceux qui sont les adversaires? Allez voir Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo va vous dire merci mon fils, merci, d'accord, merci mon fils, tu m'as sauvé, je connais ceux qui veulent me dire, maintenant tu as ouvert mes yeux, et merci. D'accord? Allez-y,
vous allez avec un exorciste. Les exorcistes, ce sont ceux en fait qui permettent d'enlever les envoûtements. Comme ils ont mis Calais dans ses yeux, d'accord, et il est... Bon, Calais, c'est du collier, non? C'est du collier. Et c'est du collier, voilà. Comme ils ont mis la poudre bleue dans ses yeux, il est envoûté, il ne décide de rien. Maintenant, ses yeux sont ouverts. Allez maintenant dit, papa, papa, viens, papa, papa, viens, mais viens, papa. Bon, je vous dis ce que Laurent Gbagbo a fait. Laurent Gbagbo a dit qu'il ne va pas aux législatives. Je ne sais pas si c'est Nadi Bamba ou c'est Laurent Gbagbo, parce qu'on nous dit que c'est Nadi Bamba qui décide de tout. Mais on nous dit aussi que Nadi Bamba a des complices, y compris M. Stéphane Kipré. Regardez, hein, quand on va essayer d'être logique. Stéphane Kipré n'a pas respecté la consigne du parti PPACI. Parce que le comité central a décidé de ne pas y aller. D'accord? Le comité central du PPACI a décidé de ne pas y aller. Parce qu'ils disent qu'ils pleurent leur mort, il y a des emprisonnés, et ils ont évoqué aussi un contexte de calendrier. Et bien évidemment, nous savons qu'ils sont contre le 4e mandat, parce que c'est Laurent Gbagbo lui-même de sa bouche qui a évoqué le braquage électoral. On ne va pas nous dire le contraire. Ils disent, le comité central a décidé de ne pas y aller. Stéphane Kipré est parti. Mais bizarrement, Stéphane Kipré, qui est protégé par Nadi Bamba, là, ils l'ont revoqué de sa fonction de vice-président. Bon, est-ce qu'à un moment, Laurent Gbagbo a eu un moment de lucidité, malgré qu'il soit abassé? C'est pour ça qu'on vous dit. On me dit ça bug. Est-ce que ça bug, s'il vous plaît? Est-ce que ça bug? Pour que ne pas que je me perde. Est-ce que ça bug? Ok. Donc, est-ce qu'il a eu un moment de lucidité? Est-ce que Nadi Bamba qui est avec Stéphane Kipré, c'est Nadi Bamba qui a révoqué Stéphane Kipré? Dites-le moi. Vous savez, la sagesse là, on apprend la sagesse avec le temps. C'est pas parce qu'on est censé, on pense tout maîtriser, mais il faut beaucoup analyser avec beaucoup de lucidité. Beaucoup ici avaient dit que le PPACI allait aller aux élections. Le PPACI n'est pas allé à ces élections. Les gens étaient surpris, ils avaient les fesses collées sur la chaise et ils étaient étonnés. Ils ont dit que le PPACI n'aura plus d'argent. Mais le PPACI est dans sa dynamique. Les gens sont assis, ils sont étonnés. On vient, on nous sort un dossier de 2009 pour nous disperser. Maintenant, on nous dit que le PPACI se vide. Mais à chaque moment, le PPACI est un parti qui a été créé il y a 4 ans. Ceux qui ont combattu le PPACI, là, qui ne croyaient pas au PPACI, c'était moi. Demandez à Yves Aipo sur Facebook. Il y a des témoins ici. Moi, j'avais dit que le PPACI, il n'y avait pas de nécessité de créer le PPACI. Il fallait en fait reconstituer le FPI. Les Yves Aipo, là, eux, c'est les disciples de Gbagbo. On a fait des panels ici, des débats sur des médias tels que Ziana TV et autres. Des gens me connaissent. Au moment où j'allumais Gbagbo, parce que j'étais contre la venue de Gbagbo et les conditions d'accueil à l'aéroport de Laurent Gbagbo. Tous ceux qui sont du PPACI ici, ils vont vous dire une santung là. C'est moi qui sortais tout le temps pour flinguer le monsieur, Laurent Gbagbo. Je l'allumais tout le temps. Des gens même prennent des captures de mes vidéos pour dire que j'ai changé. Ce n'est pas une question de changer, c'est de la cohérence. L'homme évolue en fonction de l'actualité. Et les gens aujourd'hui sont étonnés qu'aujourd'hui, par moment, mes prises de parole vont dans le sens du PPACI. Ce n'est pas que je suis acheté par le PPACI. J'ai une vision, c'est une forme de cohérence. Et M. Laurent Gbagbo, moi j'ai dit sur des plateaux télé que j'ai dit de ne pas aller aux législatives. Les gens m'ont dit c'est un suicide. On va en venir, je vais vous dire pourquoi je vous avais dit de ne pas aller aux législatives. Que mes amis du PDCI aident à prendre votre tabouret. Et puis vous allez vous asseoir, vous allez écouter quelque chose. Mais Laurent Gbagbo est cohérent. S'il est cohérent, attends, moi je suis dans cette cohérence. Je vais dire quoi? Est-ce que je vais cracher dessus? Je ne crache pas dessus. Maintenant, vous qui voulez rassembler la gauche, j'ai évoqué l'appel de Benoît. Je dis l'appel de Benoît allait au-delà de la gauche. Quand Laurent Gbagbo disait à Benoît, venez, on va se mettre ensemble. Mais je vais voir, si les gens sont comme ça, ils sont troubles, on ne fera pas d'alliance. Le PPACI et le PDCI ont fait le front commun. Le PPACI a créé le mouvement Trop c'est trop, au-delà des partis politiques. Au-delà des partis politiques, parce que la société civile
même a été convié dans le mouvement Trop c'est trop. Mais pourquoi vous dites que en fait, les gens du PPACI ne sont pas des gens qui fédèrent? Que Laurent Gbagbo n'est pas quelqu'un qui met les gens ensemble, même dans sa propre maison, il ne met pas les gens ensemble. Mais ce que vous faites là, c'est grave. Je vais vous citer la liste de certaines personnes, d'hommes politiques, qui ont eu à faire des réunions politiques chez leur maîtresse. Et vous allez vérifier, je vais vous donner des noms, vous allez vérifier, et puis vous allez me dire si je suis un menteur ou si je raconte des conneries. Je vais vous citer certaines personnes qui ont eu à faire des réunions politiques chez leur maîtresse. Ok? Je vais vous citer ces personnes-là. Un instant, s'il vous plaît. Je commence par John Fitzgerald Kennedy. Il est publiquement, c'est-à-dire que... Non, mais je vais non. C'est important parce qu'il ne faut pas qu'on dise... C'est nécessaire parce que je ne suis pas en train de dire que les hommes politiques doivent faire cela chez les maîtresses. Mais ça a existé. Je vais citer des noms. Les gens aillent faire leurs recherches. Ok? John Fitzgerald Kennedy. Il est publiquement documenté qu'il tenait parfois des réunions informelles et recevait des conseillers en présence de maîtresses, notamment Judith Campbell-Exner. Plusieurs journalistes et anciens agents du Secret Service ont décrit qu'elle était présente durant certaines conversations politiques. C'est officiel, ce n'est pas caché. Je continue. François Mitterrand. François Mitterrand. Kennedy, c'est dans les années 60. Je parle de François Mitterrand. Mitterrand qui venait à Abidjan. François Mitterrand. Sa relation avec Anne Peugeot était connue des cercles politiques longtemps avant d'être révélée au public. Selon plusieurs témoignages, Mitterrand avait l'habitude de recevoir des visiteurs officiels et conseillers politiques dans l'appartement où vivait Anne Peugeot. Ok? Berlusconi, Bill Clinton, Félix Faure, président français, John Profumo, d'accord, qui était le ministre de la Défense anglais. Je ne suis pas en train de dire aux hommes politiques de faire des réunions chez leur maîtresse. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On a l'impression que Laurent Gbagbo était la première personne à faire cela. Les noms que je viens de citer, allez-y vérifier. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Mais souvent là, il faut arrêter. C'est pour ça que je vous ai dit, et je répète, est-ce que c'était nécessaire de sortir tout cela? C'était quoi l'objectif? C'était quoi l'objectif? Et je répète, je vois des commentaires de gens qui disent vous acceptez l'humiliation de Simone. Ça n'a rien à voir. La relation conjugale entre monsieur Laurent Gbagbo et madame Simone et Yves Gbagbo, c'est indécent. Je ne peux pas venir moi, je ne peux pas venir prendre ma caméra, m'asseoir. J'ai un père et j'ai une mère. Chacun a sa vie privée. Si vous voulez parler de Laurent Gbagbo et de Simone et Yves Gbagbo, parlez sur le plan politique. Mais leur vie privée ne m'intéresse absolument pas. Donc ceux qui disent que je suis en train de défendre et autres, je suis en train de vous dire, la vie privée des hommes est la vie privée des hommes. Ok? La vie privée des hommes est la vie privée des hommes. Vous ne savez pas si Houphouët-Boigny a eu aussi à avoir des réunions politiques chez une de ses concubines. Vous ne le savez pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, allons à l'essentiel. Je dis bien aux gens qui sont de la gauche, qui font des panels, quel est le rapport? Quel est l'apport? Quel est l'apport? Ça apporte quoi en fait en Côte d'Ivoire? Ça apporte quoi en fait? C'est de ça. Pourquoi vous aimez les choses inutiles? Pourquoi vous aimez les choses inutiles? Vous m'avez déjà vu, moi, sur les panels, venir discuter de la vie privée de M. Laurent Gbagbo, de Mme Simone Gbagbo, ou de Mme Nadiani Bamba, ou même des enfants de M. Laurent Gbagbo. En fait, ça m'apporte quoi? Si quelqu'un a des comptes à me rendre, c'est Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a des comptes à me rendre sur son action politique. Sa vie privée, là, il fait ce qu'il veut de sa vie privée. Mais une fois qu'il est élu, il a des comptes à rendre au peuple de Côte d'Ivoire. Il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est tout. Ce que je dis là, où est-ce qu'il y a de compliqué? Si Laurent Gbagbo va manger sandwich avec une femme, il va avec temps. Je ne sais pas. Je demande à Laurent Gbagbo, tu as fait 10 ans au pouvoir,
Qu'est-ce que tu as apporté aux Ivoiriens? C'est tout. Qu'est-ce que tu as apporté aux Ivoiriens? Laurent Gbagbo est sorti avec une fille qui est claire, Laurent Gbagbo qui est sorti avec une fille qui est noire. Tant que ça n'altère pas son activité politique en tant que président de la République, d'accord? Parce qu'il y a une image aussi du pouvoir d'État. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Vous avez tous des parents? Vous avez tous des parents? Est-ce que vous... Moi, j'ai mon papa, j'ai ma maman. Même si je suis contre une action de mon père, mais c'est mon père. Et c'est mon père. Laurent Gbagbo n'est pas mon père. Laurent Gbagbo est censé travailler pour moi. Laurent Gbagbo est censé travailler pour moi. Il n'est pas mon père. Mon père même, je vais même prendre une manière de m'exprimer, mais je ne vais pas venir balancer à la vindicte mon père. Il faut arrêter. Donc ceux qui se disent qu'ils sont les enfants de Laurent Gbagbo, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous m'avez déjà vu sur un plateau télé dire que je suis l'enfant de Laurent Gbagbo? Vous m'avez déjà entendu dire ça? Vous m'avez déjà entendu dire que je suis l'enfant de Oufo-Boigny, je suis l'enfant de Bédier ou je suis l'enfant de Thiam? Je ne veux même pas être l'enfant de quelqu'un. Parce que je considère qu'à partir du moment où je m'engage en politique, je ne veux pas être l'enfant de quelqu'un. Moi, je viens apporter quelque chose aussi en politique. Pourquoi, pour avoir une crédibilité politique, il faut que je me mette sous quelqu'un pour dire que je fais la politique? Il faut arrêter. C'est pour ça que je dis, en Côte d'Ivoire, arrêtez ce truc de fils d'eux. Je suis le fils de temps, je suis le fils de temps. Tu vas en politique, va donner ce que tu peux apporter à ton pays. Point. Tu n'as pas besoin d'avoir une crédibilité pour dire je suis l'enfant de quelqu'un. Pourquoi tu veux te rendre petit? C'est pour ça que je dis que tout le monde ne fait pas la politique. Moi, je ne suis pas politicien. Zasso, là, c'est un politicien. Même si je ne suis pas d'accord avec Zasso, là. Zasso, c'est un politicien. Il fait la politique. Je l'ai vu à la télé. Quand j'étais jeune, j'étais à l'université, j'ai vu Zasso à la télé faire débat politique. Je peux ne pas être d'accord avec lui, mais il fait la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Moi, on me connaît, je viens comme citoyen, j'allume ma caméra, je viens, je m'assois, je dis ce que je pense. Lui, il assume, il est un homme politique, il fait des activités politiques. Je peux ne pas être d'accord avec lui, mais il fait la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Je suis, d'accord, un citoyen. Mais le citoyen a le droit de critiquer la politique. Qui vous a dit que le citoyen n'a pas le droit de critiquer la politique? Qu'est-ce qui régit la société? C'est la politique. On élit des gens pour régir la société. Et toi, tu es citoyen, tu es dans la société, tu as le droit. Parce que les hommes politiques sont censés travailler pour toi. C'est tout. Ils sont censés travailler pour toi. Ça, il faut qu'on soit clair. C'est pour ça que j'ai insisté. Quel était l'objectif? Quel était l'objectif? Quelle est l'offre politique de M. Charles Blé Goudé? Ok, les gens du COJEP vont compétir aux législatives. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelles sont les alternatives? Qu'est-ce qu'ils vont proposer aux autres, d'accord? Qu'est-ce qu'ils vont proposer aux autres, d'accord, pour dire qu'ils font mieux? Quelle est l'initiative? Quand on dit que la gauche, d'accord, EO, je vais arrêter de crier, merci. Je me permets de lire EO parce que EO, d'accord, elle travaille avec moi dans l'émission du Marigot Ivoire. Merci pour ton conseil. Excusez-moi si j'ai un petit peu élevé la voix, les décibels. Par moment, je m'emporte. Mais si Laurent Gbagbo a échoué en ce qui concerne l'union de la gauche, bon, ok, je vous le concède, vous avez le droit de dire certaines choses. Vous avez tellement mal et vous avez humainement, vous êtes fait de chair et de sang. Vous avez en tout cas dit ce que vous voulez. Maintenant, quelle est votre alternative après avoir dit tout cela pour rassembler la gauche? Laurent Gbagbo a échoué. Quelle est votre proposition pour rassembler la gauche? On attend votre proposition. Parce que moi, souvent ici, les gens me disent, tu critiques du matin jusqu'au soir, tu critiques du matin jusqu'au soir, tu proposes quoi comme solution? Bon, je ne suis pas politicien. Le jour où je vais avoir le niveau des politiciens, là, j'ai un niveau 3e. Je vais commencer à adresser mes solutions. Donc, Laurent Gbagbo a échoué. On a compris. Quelles sont vos solutions? Avec tout le respect que je vous dois, M. Charles Blé Goudé, les militants du COJEP, Laurent Gbagbo a échoué. Laurent Gbagbo est manipulé. Au niveau du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, c'est 36 milliards 680 millions 67 253 francs.
Au ministère de l'économie, du plan et du développement, c'est 44 milliards 194 millions 260 102 francs. Au ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, salut Amicia, c'est 31 milliards 263 millions 058 865 francs CFA. Au ministère de la culture et de la francophonie, c'est 37 milliards 598 millions 620 000 420 francs. Au ministère délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, c'est 13 milliards 746 millions 365 872 francs. Au ministère des Ressources animales et halieutiques, c'est 26 milliards 700 millions 912 028 francs CFA. Au ministère du Tourisme et des Loisirs, c'est 19 milliards 207 millions 286 052 francs CFA. Au ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, c'est 83 milliards 275 millions 503 595 francs CFA. Je poursuis. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, c'est 1000 milliards, c'est 1563 milliards 721 millions 366 602 francs CFA. Au ministère de l'équipement et de l'entretien routier, c'est 734 milliards 442 millions 904 943 francs CFA. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est 945 milliards 963 millions 329 452 francs CFA. Au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, c'est 808 milliards 992 millions 158 914 francs CFA. Au ministère d'État, ministère de la Défense, c'est 481 milliards 041 millions 827 995 francs CFA. Au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, c'est 502 milliards 893 millions 150 963 francs CFA. Au ministère du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des entreprises publiques, c'est 49 milliards 213 millions 125 398 francs CFA. Au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, c'est 706 milliards 60 millions 209 015 francs CFA. Je continue. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est 338 milliards 779 millions 408 246 francs CFA. Au ministère des Transports, 307 milliards 769 millions 615 082 francs CFA. Au ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, c'est 333 milliards 878 millions 089 526 francs CFA. Au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, c'est 182 milliards 301 millions 855 312 francs CFA. Au ministère des Finances et du Budget, 671 milliards 323 millions 963 425 francs CFA. Au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, c'est 146 milliards 728 millions 395 147 francs CFA. Au garde des Sceaux, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, 129 milliards 151 millions 307 791 francs CFA. Au ministère de la Construction et du Logement et de l'Urbanisme, c'est 123 milliards 247 millions 714 398 francs CFA. Alors, donc, le budget de l'État pour l'année 2026, vous l'avez, il est accessible sur Internet. Tout le monde peut y accéder. La première des choses déjà que je peux apporter comme remarque, je pense que ça a été proposé, donc ça va être soumis au Parlement pour être voté. Mais il était déjà discuté depuis la semaine dernière, j'avais déjà des échos. Et hier, j'ai reçu en tout cas le budget de l'État pour l'année 2026 qui est à 17 350 milliards de francs CFA. Alors, la première des choses que j'ai remarqué, le ministère de l'Éducation nationale est le ministère sur lequel ils ont le plus investi, à peu près 1500 milliards. Le ministère de l'Intérieur vient, je pense, en seconde place, d'accord,
Et quoi d'autre comme ministère? Ministère de l'Intérieur, ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, d'accord? C'est l'Intérieur, c'est l'Éducation nationale, l'Intérieur, d'accord? Ministère de l'Intérieur et la Santé qui sont... Non, la défense, c'est un peu bas. La défense, c'est après, c'est choses à 300 milliards, si je m'abuse. 300-400 milliards. Mais c'est plus le ministère de... en premier, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Ministère de l'Éducation nationale. En deuxième, d'accord, c'est le ministère de la Santé. C'est le ministère de la Santé. Et ensuite, le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Bon, alors, déjà, il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan des 15 000 milliards. Les 15 000 milliards, il faut faire le bilan des 15 000 milliards. Oui, les mines aussi également. Les mines, effectivement. Merci. Le ministère aussi au niveau des mines, d'accord. Mais il faut faire un bilan en ce qui concerne, d'accord, les 15 000 milliards. Alors, je suis allé faire quelques recherches en ce qui concerne les 15 000 milliards en termes de budget. D'accord, en termes de budget. Donc, j'ai demandé en fait, d'accord, quels sont les résultats du budget de 15 000 milliards en Côte d'Ivoire. Bon, pour 2025, le budget de l'État de Côte d'Ivoire était fixé à 15 339,2 milliards francs CFA, environ 11,8% par rapport à 2024. En 2024, on était à 13 000 milliards, 13 720,7 milliards francs CFA. Donc le budget en 2025, c'est-à-dire de 15 339 milliards, s'articulait autour de 31 dotations, dont 153 programmes qui étaient répartis entre les institutions et les ministères. C'est-à-dire, le budget là, il y avait 31 dotations principales qui étaient allouées au budget 2025. Et puis, il y avait effectivement 153 programmes. À l'issue de ce budget, 153 programmes étaient répartis entre les institutions d'État et les ministères. Donc, selon le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'objectif était de faire quoi? C'était d'équilibrer les ressources et les charges et maîtriser surtout les dépenses de fonctionnement. Mobiliser surtout les recettes intérieures, c'est-à-dire par rapport à la fiscalité, avoir beaucoup en termes de bénéfices, d'accord, et surtout de réinjecter ce qu'on gagnerait comme recette fiscale, d'accord, dans l'investissement en Côte d'Ivoire et aussi dans le développement économique et social. Ça, c'était ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire nous disait à l'époque. Pour le premier trimestre 2025, d'accord, toutes les régies financières en Côte d'Ivoire ont mobilisé 3 707 milliards de francs CFA, soit 115,8 des prévisions, d'accord, de 3 200 milliards. Eux, ils étaient en fait, dans leurs prévisions, ils étaient à 3 200. On dit en fait qu'on a mobilisé, on a eu sur le premier trimestre, janvier, février, mars, 3 707. D'accord? Donc, il y a de l'évolution. C'est ce qui est ressorti de certains journaux comme, je ne pense pas c'est K Finance, mais j'ai vu un qui s'appelle Oroya Finance. Je ne sais pas s'ils sont connus, mais bon, c'est les recherches que j'ai eues là-bas. Dans l'exécution du budget 2024, juste avant le budget de 2025, d'accord, la Cour des comptes en Côte d'Ivoire, d'accord, la Cour des comptes en Côte d'Ivoire a dit que le budget a été exécuté à 99, à quasiment 100%. C'est la Cour des comptes qui avait dit. Le budget de 2024, avant celui de 2025, la Cour des comptes dans son rapport avait dit que le budget 2024 avait été exécuté à 99,95%. Quasiment 100%, d'accord, 100%. Donc, au niveau des recettes, des dépenses, des trésoreries et tous les comptes spéciaux. Alors, maintenant, les politiques d'investissement. Selon encore, d'accord, le gouvernement de Côte d'Ivoire, les politiques d'investissement et de coopération extérieure ont permis des progrès dans certains secteurs. Par exemple, leur coopération avec la Banque mondiale, d'accord, les financements publics ont contribué à renforcer dans les projets d'infrastructure. Est-ce qu'en 2025, on va dire ici 2025-2024, vous avez trouvé qu'il y avait des renforcements au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'énergie? Moi, j'ai eu des débats ici, je me rappelle à l'époque quand j'allais sur les panels où j'ai débattu avec chez Daouda, qui est chez l'AFTV, avec certains militants du RDR. Ils parlaient aujourd'hui d'une souveraineté énergétique en Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils ont investi, le gouvernement de Côte d'Ivoire dit qu'ils ont investi dans l'énergie, dans le numérique également. Quels sont les progrès en termes de numérique? C'est les questions que je vous pose, vous-même qui êtes là,
là, allez creuser. Si vous trouvez qu'au niveau des infrastructures, sur l'année 2024-2025 et même sur l'année 2025, vous constatez que sur le plan infrastructurel, la Côte d'Ivoire a eu un boom. D'accord? Et sur l'énergie, la Côte d'Ivoire a eu un boom. Le numérique, la Côte d'Ivoire a eu un boom. La santé, la Côte d'Ivoire a eu un boom. La couverture sociale, la Côte d'Ivoire a eu un boom. Je vous cite ces éléments-là parce que ça vient du gouvernement de Côte d'Ivoire. Dans l'éducation supérieure, le budget alloué a augmenté. En 2025, le budget de l'enseignement supérieur a été renforcé de 16% de plus par rapport à 2024. Maintenant, je me suis posé la question. Là, je ne peux pas donner juste seulement moi, mon point de vue. Si je donne mon point de vue, ils vont dire, tu viens, tu parles, tu donnes, tu dis ce que tu penses. Vous savez que les gens disent que je suis toujours par rapport opposé à Ouattara. Et ça, je ne le cache pas. Je n'aime pas la politique de Ouattara. Je ne l'apprécie pas depuis qu'il est Premier ministre. Mais je suis obligé de prendre ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire dit. Et vous allez entendre, vous-même aussi, allez vérifier chez vous. Et faites aussi d'accord vos recherches. Et puis revenez. Donc, une part importante du budget. Et ça, je l'ai dit sur plusieurs panels. Plusieurs panels, je l'ai dit. Sur des plateaux télé, je l'ai dit. En face des représentants du RHDP, lors de leur campagne, de leurs élections, là, je l'ai dit. Je peux citer leur nom. Les vidéos existent. J'ai toujours dit, une part importante du budget de Côte d'Ivoire est consacrée au remboursement des dettes. Je viens répéter devant vous ici. Une part importante du budget est consacrée au remboursement de la dette. Pour 2025, ça fait environ 26% des dépenses, soit 4121 milliards de francs CFA qui sont destinés au service de la dette. Je l'ai dit, je le redis, je le redis. Les gens ne me comprennent pas. D'accord? Je le dis. Et je... Bon, je viens au commentaire de quelqu'un. Je ne voulais pas lire, mais ton commentaire est fort. Peut-être même je vais épingler son commentaire. Je vais te rendre populaire. Parce que ce que tu dis là, peut-être tu as raison. Il s'appelle de Babylonian. Il dit, on ne rembourse pas les dettes, mais les intérêts. Je vais t'épingler. Je vais te rendre star. Voilà. Voilà. Vous lisez tous ici. De Babylonian dit, on ne rembourse pas les dettes, mais les intérêts. Frère, tu es ivoirien. Il faut que nous les Ivoiriens là, en dehors de nos sensibilités politiques, par moment on soit de bonne foi. Tu dis on ne rembourse pas la dette, mais on rembourse les intérêts. Donc si tu rembourses les intérêts font partie de quoi? Les intérêts que tu es censé rembourser là, ce sont les intérêts de quoi? Les intérêts là sortent d'où? Ces intérêts se rajoutent à quoi? À ta dette. C'est pour ça qu'on parle des intérêts de la dette. Qu'est-ce que tu voulais nous apprendre? Parce que ton propos que tu viens de tenir là, il y a des communicants des partis politiques qui font ça pour tromper les gens. On ne rembourse pas les dettes, mais les intérêts. On ne rembourse pas les dettes, mais les intérêts. C'est compliqué. Dans le bilan 2024 de la Cour des comptes, la Cour des comptes, je vous ai dit, la Cour des comptes a eu un rapport pour dire en fait que l'exécution en fait, du budget 2024 était à 99,95%. D'accord? La Cour des comptes a révélé que malgré une exécution quasi parfaite, plusieurs programmes publics utilisent des indicateurs d'activité qui mesurent surtout les moyens engagés. Je répète, dans le bilan 2024 de la Cour des comptes sous M. Alassane Ouattara, la Cour des comptes a relevé que malgré une exécution quasi parfaite, je vous ai dit, 99,95%, plusieurs programmes publics utilisent des indicateurs d'activité qui mesurent surtout les moyens engagés et non le résultat, l'exécution. C'est-à-dire, on donne des indicateurs d'activité, mais on ne dit pas l'efficience de l'exécution d'accord de ces programmes-là sur le terrain. C'est-à-dire, en gros, on donne un budget. Vous dites que le budget est exécuté à 99%.
Mais on ne donne pas les résultats, d'accord, de l'exécution de ces programmes. On donne juste des indicateurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Au lieu qu'on passe notre temps à sauter dans le béret, vous qui soutenez Alassane Ouattara, bon, je pense que vous aimez ça, quand on est dans le béret, quand on parle des Libanais, quand on parle de Charles Blé Goudé. Mais vos communicants vont sur tous les réseaux pour dire que jamais en Côte d'Ivoire, on a adopté des budgets tels que celui de 13 000 milliards, de 15 000 milliards, de 17 000 milliards. C'est l'argent des Ivoiriens. Si c'était l'argent que du RHDP, je n'allais même pas en parler. Là, je m'en fous. Mais c'est l'argent de tous les Ivoiriens. Je ne veux pas lire les commentaires. C'est l'argent de tous les Ivoiriens. Mais quand la Cour des comptes qui travaille sous M. Alassane Ouattara dit qu'en fait, ce sont des indicateurs, on fait beaucoup d'effets d'annonce sur les indicateurs, mais et non sur les conséquences, la répercussion de l'exécution de ces programmes, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. C'est de l'esthétisme, c'est du maquillage. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Parce que quand on pose la question aux Ivoiriens, quand on pose la question aux Ivoiriens, en termes infrastructurels, vous n'allez pas me montrer que 2 ponts. Vous n'allez pas me montrer seulement le goudron qu'on verse à Kani. Au niveau de la santé, vous n'allez pas me montrer que 1 ou 2 CHU qui ont été rénovés. Au niveau de tout ce qu'on appelle la couverture sociale, qui peut me parler ici de couverture sociale? Si vous êtes de bonne foi, qui peut me parler de couverture sociale en Côte d'Ivoire? Qui peut me parler de couverture sociale en Côte d'Ivoire? C'est ce que je suis en train de dire dès le départ. Pourquoi Charles Blé Goudé ne dit pas ces choses? Pourquoi quand Charles Blé Goudé est invité sur le plateau d'NCI, il ne s'assoit pas pour dire ces choses? Pourquoi il ne parle pas, d'accord, de l'importance de la dette? Et des gens sont surpris que l'on parle de la dette. Dans la constitution des budgets, bien évidemment, on peut s'endetter pour constituer un budget. Je suis entièrement d'accord. Mais un budget ne peut pas être voté pour être en partie être avalé par une dette. Ça n'a pas de sens. Ça sert à quoi, d'accord, de mobiliser un budget? Ça sert à quoi? On se parle franchement. Mais la dette, là, on la résorbe avec avec des éléments qu'on met en place. Monsieur Ouattara, en 2025, lui-même, il parlait, d'accord, de tout faire pour que les recettes fiscales puissent être davantage doublées. De telle sorte que, dans la prochaine constitution du budget, la prochaine constitution du budget, ce budget-là ne soit pas en partie avalé par la dette. Il a dit, et j'ai discuté avec des gens ici, j'ai discuté avec des frères, je ne sais pas, moi j'ai un niveau 3e, hein. J'ai un niveau 3e, mais je m'efforce de comprendre les choses. Là, on met les pieds dans l'argent de la Côte d'Ivoire. On met les pieds dans l'argent de Côte d'Ivoire. Et cet argent n'a pas de couleur politique. C'est l'argent de tous les Ivoiriens. J'aurais voulu que mes frères et sœurs puissent s'asseoir et discuter de ces genres de choses-là toute la journée, le lendemain et le surlendemain. Parce que c'est l'argent de vos parents. Au lieu de parler, de dire que Nadi est une traîtresse, est une sorcière et autres, au lieu de dire que Simone a mal au cœur, Simone et Nadi seront très contentes. Simone et Nadi seraient très heureuses, d'accord, de vous entendre parler de ces genres de choses. Et vous savez qui sera pas content? Vous voulez que je vous dise à qui profite le crime? Vous voulez que je vous dise? Le gouvernement ne sera pas content si vous parlez de ces genres de choses. Ils ne seront pas du tout contents. Parce que ceux qui soumettent là, si vous voyez clair dedans, mais ils ne seront pas contents. On va détourner votre regard. On va détourner votre regard. On va détourner votre regard. Allez sur autre chose. Le budget 2026. Combien de personnes avaient vendu le budget 2026? Combien de personnes? Je ne dis pas que je suis exclusif. Moi, on m'a donné. Mais combien de personnes s'intéressent à ça? Combien de personnes s'intéressent au budget? Vous allez attendre que des communicants du parti au pouvoir, et c'est les communicants du parti au pouvoir qui vont venir vous expliquer les bienfaits du budget. Vous-même qui vivez chaque jour en Côte d'Ivoire, vous voyez l'état infrastructurel, l'état de la santé, l'état de ces choses-là. D'accord? Vous ne vous rendez pas compte? Vous attendez que des communicants... Un communicant, d'après Félix Houphouët-Boigny, je vais prendre mon propre couteau concernant Guy Robert, puis-je prendre mon propre couteau pour le retourner contre moi?
Vous croyez que quelqu'un qui vient communiquer pour le gouvernement, il va venir vous parler, d'accord, du budget de 17 000 milliards. Et puis il va vous dire que le budget, il y a eu telle performance qui n'ont pas été réalisées. Ils sont pleins ici, je les connais. Ils sont missionnés pour ça. Et ils font très bien leur travail, leur boulot. Parce qu'au moment où ils viennent qu'ils place 2-3 mots, vous êtes perdus, vous êtes dans les vapes. On est sorti des 4e mandats. On est sorti des 4e mandats. Voici ce qu'on fait de votre argent. Vous savez, je vous dis quelque chose. À l'époque, quand Macky Sall était là, tous les chiffres, les indicateurs étaient au vert. Quand Macky Sall était là, tous les chiffres... Il y a des gens qui disent que le FMI peut se tromper, le FMI ne peut pas se tromper. Mais le FMI, ils ont reconnu qu'il y a eu erreur. Ils ont reconnu qu'il y a eu erreur. Maquillage, esthétisme financier dans les rapports. Mais Macky Sall, il est où? Il est au chaud quelque part au Maroc, avec sa famille. C'est qui trime? Allez demander aux Sénégalais. Aujourd'hui, les Sénégalais, ils se plaignent, ils disent que sous Diomaye Faye et Sonko, ce n'est plus comme avant. Que tout est cher. Mais bien sûr, quand quelqu'un emprunte, quand il y a un désastre, les gens gèrent mal l'argent. Mais c'est vous qui allez payer. C'est vous qui allez payer. Et vous allez payer, vous tous, quelles que soient vos sensibilités politiques. PDCIO, RHDPO, PPACIO, indépendant, société civile, vous allez payer. Pas l'argent des blancs là, ça ne reste pas à l'étranger. Vous allez payer. C'est pour ça qu'on parle d'état de droit. Qui va juger? C'est-à-dire que rien ne nous unit. Au moment où on doit être unis, pour savoir où notre argent part, la vision de l'argent a une teinte politique. Maintenant, toi qui as conscience là, tu vas perdre ton temps sur des sujets inutiles. On a l'impression que celui même qui n'est pas politicien là, quand il parle, il est plus conscient d'être un politicien par rapport à l'homme politique. Et c'est pas seulement que l'homme politique. Une bonne partie des intellectuels en Côte d'Ivoire, ils ont perdu la boule. Aujourd'hui, là, ils veulent tous être des députés. Ils vont dans les villages, ils vont se montrer dans les villages, dans les circonscriptions. Bon, comme nos parents aussi, ils n'ont pas de dignité. Des gens qui, quasiment, quand ils viennent au village, ils ne foutent rien. Vous les recevez. Ils veulent... Mais le budget pour développer les régions, là, c'est quoi? C'est pas le budget, là. C'est pas dans l'argent, là. C'est pas dans ce même argent-là que vous allez prendre pour... Vous dites c'est un rendez-vous entre la circonscription et l'homme, là. C'est pas cet argent-là que vous allez prendre. Mais cet argent-là sort d'où? Une partie rembourse la dette, mais ça sort d'où? Les recettes fiscales, ça sort d'où? C'est l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent du peuple ivoirien. Et cet argent-là n'a pas de couleur. L'argent là, c'est pas l'argent du RHDP. Montrez-moi le compte en banque du RHDP où le RHDP crée la richesse. C'est pour ça que je me dis en Côte d'Ivoire, quand souvent certains Ivoiriens disent aux gens, les gens sont des fainéants, c'est des paresseux. Montrez-moi un peuple ou un parti politique qui a que ses militants qui travaillent. En fait, c'est des bêtises. Souvent, c'est des bêtises. Et vous croyez que les politiciens, là, quand vous dites ça, là, ils sont contents parce que ça les arrange. Montrez-moi le seul parti politique dont ses militants travaillent en Côte d'Ivoire. Et puis les autres, là, c'est des feignants. Montrez-le-moi. Ce que vous oubliez, c'est ce que je dis toujours. Quand je cite les gens qui travaillent en Côte d'Ivoire, je ne cite jamais... Est-ce que vous avez vu, je cite des cadres? Je ne cite pas des cadres. Je ne cite pas les cadres. Moi, je parle de l'enfant qui cire des chaussures. Normalement, à son âge, il ne doit pas cirer des chaussures pour s'en sortir. Mais c'est vrai, ça ne va pas. Mais est-ce que vous savez que cet enfant-là qui cire des chaussures, quand on lui donne des 25, parce que c'est une prestation, c'est un service qui rend, il est payé. Mais cet argent-là contribue à l'économie nationale. La petite vendeuse d'eau qui prend sa bassine d'eau avec des sachets d'eau dans sa tête, qui se balade pour vendre ses sachets d'eau à 10 francs, elle contribue à l'économie. Elle contribue à l'économie. Donc c'est cet argent-là qu'on utilise. Mais quand on vous donne, ou quand vous prenez, d'accord, vous prenez de force ou de gré la gestion de ce truc-là, mais gérez bien. Gérez bien. Je dis, montrez-moi un parti politique dont tous leurs militants travaillent. J'entends des partis politiques qui disent aux autres gens des partis politiques, vous êtes des feignants, allez travailler. Montrez-moi un parti politique. Vous allez, j'ai dit, je vais me lever là. Mes descendants, sur 5 générations, sur 15 générations, viendront, vous n'allez jamais avoir cette réponse. Il n'y a pas un parti politique, d'accord, dont ces militants sont seulement des travailleurs. C'est du n'importe quoi. Moi, je me traite de populiste, mais c'est ce qu'on appelle le populisme. Je ne dis même pas le populisme, c'est de la folie. Il n'y a pas de parti de travailleurs.
Sinon, on allait choisir le PIT. C'est le seul parti qui s'est donné l'initial parti ivoirien des travailleurs. Donc, voilà, c'est n'importe quoi. Tout le monde travaille. Il y a des gens qui sont pas politisés, ils travaillent. Malgré eux. Des enfants à 8 ans qui travaillent en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Je continue, parce que je ne vais pas m'apaisantir là-dessus. Donc, je disais que dans le bilan 2024, la Cour des comptes a relevé que malgré une exécution quasi parfaite, plusieurs programmes publics utilisent des indicateurs d'activité qui mesurent surtout les moyens engagés plutôt que l'impact concret sur les populations. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Et ça, c'est la Cour des comptes qui dit, je répète cette phrase-là, et allez vérifier dans le rapport, dans le bilan 2024 de la Cour des comptes. La Cour des comptes a relevé que malgré une exécution quasi parfaite, plusieurs programmes publics utilisent des indicateurs d'activité qui mesurent surtout les moyens engagés plutôt que l'impact concret sur les populations. Autrement dit, peu de garanties sur la qualité des résultats ou l'efficacité des dépenses publiques. C'est dans le rapport 2024 de la Cour des comptes. Certaines dépenses, notamment les dépenses d'investissement, peuvent se heurter à des retards ou des inefficacités. L'audit relève souvent des écarts de performance et recommande plus de rigueur et de transparence. Il y a un projet, on alloue de l'argent en 2024 pour un projet qui doit se faire en 8 mois. Ce projet-là voit naissance en 2027. Et quand ce projet voit naissance en 2027, le budget de départ sur un tronçon routier, on va dire qu'il est de 300 milliards. Ce projet qui a été initié en 2024, en 2027, le projet arrive à 1000 milliards. Mais on ne nous donne jamais les détails en Côte d'Ivoire, comment on est allé de 300 milliards en 2024 pour un projet qui devait avoir 8 mois. Il finit en 2027, 3 ans après, d'accord, avec 1000 milliards. On ne nous donne jamais de transparence. Nos députés qui sont au Parlement ne viennent jamais aussi demander de la transparence. Mais comment vous voulez qu'on descende? Comment vous voulez qu'on soit développé? Comment vous voulez qu'on soit développé? Même si ce sont des avenants, frère, il faut, dans la transparence, nous montrer ces avenants-là. Il faut, dans la transparence, ne venez pas continuer ce que les autres... Vous reprochez aux autres d'avoir fait des choses, mais vous-même, là, vous êtes pire dans la continuité. C'est un milliard. On a vu des gens ici, 18 milliards, il y a eu coup d'État ensuite. 18 milliards. Et nos hommes politiques, là, ils ne parlent pas de ça. Ils vont venir parler pour dire que leur cœur leur font mal. Eux, ils veulent rassembler la gauche. Eux, ils veulent faire la politique différemment. Ça, là, ils ne parlent pas de ça. C'est moi, là, niveau 3e, je vais prendre ma caméra, je vais venir parler de ça. Et puis, moi, on va me dire, faut pas parler avec passion. Mais c'est l'argent de tous les Ivoiriens. C'est l'argent de tous les Ivoiriens. Ce que je suis en train de dire, où est l'injure? C'est un rapport de la Cour des comptes. Et les gens à la Cour des comptes sont payés pour cela. Mais moi, je lis le rapport de la Cour des comptes, ma vie, elle est menacée. Les gens auraient préféré que je prenne ma caméra pour dire que mon papa avait une go qui s'appelait Adjoa. Et Adjoa, elle m'a pris, elle m'a maltraité, elle m'a donné cocota et tant. Franchement, diante. Franchement, on a l'impression que ceux-mêmes qui veulent le bien, c'est ceux-là qu'on condamne, c'est ceux-là qu'on veut taire. Non, je ne comprends pas. C'est ceux-là qu'on veut taire. Mais ceux qui vont venir parler d'Adjoa, là, c'est eux on met en perspective. Là, on peut les éviter sur les plateaux télé. Mais franchement, où est injure que j'ai dit dedans? Où est injure dans ce que je dis? Un rapport de la Cour des comptes. C'est pas moi qui ai écrit. J'ai pas de famille dans la Cour des comptes. Il n'y a pas de complot dans la Cour des comptes. Je continue. Budget exécuté dans les faits, quand on s'il y a une nette progression. Parce que c'est l'impact
C'est l'impact là que vous devez ressentir. Vous n'allez pas voir un homme en cravate, un homme en veste qui va venir vous citer des chiffres et puis vous ne voyez pas cet impact là dans votre vie. Je suis désolé. Cet impact là doit se faire ressentir dans la vie de tous les jours. D'accord? Mais l'impact concret sur la vie quotidienne des Ivoiriens. Notre temps, je préfère qu'on soit 500, 600 personnes à parler de cela. Si vous parlez de cela, ils seront gênés. Monsieur Tiemoko, c'est comme quelqu'un vous dit c'est un chauffeur. Le chauffeur doit venir à 9 h. Il doit venir à 9 h. Il doit revenir à 17 h. C'est ce que Saleh Tiemoko fait. Non, il faut se poser des questions. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a l'impression que Saleh Tiemoko est extraordinaire. En Côte d'Ivoire, je dis bien en Côte d'Ivoire, on a l'impression que Saleh Tiemoko est extraordinaire. Il n'est pas extraordinaire. C'est ce qu'un élu doit faire. Trop mis sur un piédestal. Ce qui fait que quand tu es un citoyen ivoirien, éternellement peur. Ni PDCI, ni PPACI. Il n'est ni du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. C'est l'argent des Ivoiriens et même des citoyens étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire parce qu'ils travaillent aussi en Côte d'Ivoire. C'est l'argent du peuple. Mais si toi-même, peuple, tu ne te soucies pas de ce qu'on fait avec ton argent, mais qui va venir? Tu atteins un ange, il va descendre du ciel. Et je le dis, même si cela y va au péril de ta vie, vaut mieux en parler. Vaut mieux en parler. Je vois des gens qui disent non, c'est parce que tu es à l'étranger. D'accord. Je suis à l'étranger, je parle. Vous-même vous dites que non, je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais je continue de parler. Parce que c'est mon pays. Parce que j'ai ma famille qui y vit. Vous voulez que je me taise? Si les hommes politiques, ceux qui se disent opposants, qui veulent faire la politique différemment, s'ils parlaient beaucoup là, nous on allait faire que des commentaires. Nous on allait faire que des commentaires. On allait faire des commentaires parce qu'ils font le job. Mais si on prend le temps, nous qui avons niveau 3e, on n'a aucun niveau là. On n'a pas
On n'a pas un doctorat en économie. On n'a pas tant en économie. Mais on prend la peine d'aller étudier. C'est par amour du pays et pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne marche pas. Ma soeur, tu as 15 gars et pourtant tu es brillante. Mais il y a un qui finance tes cours. Peut-être que tu n'as pas le choix. Il y a un là, il touche ton corps. C'est pas parce que tu l'aimes. Il touche ton corps, mais c'est lui qui finance tes cours. Il y a un là, c'est lui qui paye sac de riz, qui paye les choses dans ta famille pour que tes parents mangent. Tu te sacrifies avant l'âge. Il y a un là, lui, c'est lui qui te donne l'argent que tu mets en épargne. C'est-à-dire, trois gars, il n'y a pas un que tu aimes, mais qui deviennent une nécessité économique pour ton entretien, ton futur. C'est affaire de budget là. Parce que si tu prenais conscience et tu t'intéressais au budget là, hein, et puis d'autres aussi faisaient comme toi là, il y a des choses qui pouvaient changer. Mais tu dis tu ne veux pas finir à la Macao. Tu ne veux pas que la PLCC t'arrête. Donc tu pouvais te taire. Et puis les trois gars là vont te gérer. Mais tu murmures en silence. Parce que tu dis que ça ne va pas. Tu vois le paradoxe? Tu vois le paradoxe? C'est-à-dire que tu es dans ta chambre. Quand tu es femme là, tu te sens sale. Parce qu'il y a trois gars qui viennent t'inspirer sur toi. Et tu ne les aimes pas. Mais tu dis que ceux qui viennent parler sur Internet là, eux ils parlent parce qu'ils sont loin. Et que toi, tu ne veux pas finir à la Maca au PPA. Donc tu laisses des gens t'inspirer sur toi. Mais la nuit là, quand tu es seul là, tu t'es souillé. Parce que souvent il y a des jours où tu n'as pas envie même d'aller vers un garçon. Mais il t'oblige. C'est lui qui finance tes études. C'est ça là. C'est le budget là. C'est ça. Parce que dans le budget là, tu as entendu politique sociale. Tu as entendu emploi. Tu as entendu santé. Sinon, ce n'est pas parce qu'on est les plus intelligents. Tout le monde peut faire PA. Mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Moi aussi, je peux faire ça. Tu as vu, je bouge. Je peux mettre les choses au dos. Mais je laisse à faire des mets-moi au dos là. Et puis, je ne suis pas si vieux que ça. Tu vois, il y a un petit poil blanc, mais je ne suis pas si vieux que ça. Mais je m'occupe de mon pays. Sinon, il y a le souci des factures. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a écrit. Il a écrit, il a dit, va travailler. Il ne connaît pas ma situation. Mais comme tous les hommes. Comme tous les hommes. J'ai des projets, j'ai des choses. Mais je prends de mon temps, je m'assois. Je ne vais pas pour me mirer pour voir si je suis jolie. Je vais parler avec mes frères et mes soeurs. Moi, je me dis, c'est mon devoir de citoyen. Donc, nous, on n'est pas politiciens, on est citoyens. Et on parle. Mais les politiciens, là, sont où? Les politiciens sont où? Ceux qui sont opposés, là, pour qu'on gère bien le budget, là, ils sont où? Quand ils vont sur les plateaux, là, ils parlent de quoi? Ils sont où? Ils sont où? C'est de ça qu'il s'agit. Où sont-ils? Ok. Je viens sur la dernière partie de ma vidéo parce qu'il ne faut pas qu'elle soit longue. De tous ceux qui croient à la Côte d'Ivoire, ceux qui croient en l'état de droit. Hier après-midi, aux alentours de 13h, une convocation a été servie à la maison du PDCI-RDA, au bureau du secrétaire exécutif en chef, qui était ce jour-là en ma compagnie. Une convocation. Donc on nous dit qu'une convocation, celui qui parle c'est Maître Blessy. Alain Iverson, Baoulé Gouro. Maître Blessy, d'accord, qui est un cadre du PDCI-RDA, donc qui évoque une situation au PDCI. On va analyser cette situation, c'est très intéressant. Mes amis du PDCI-RDA, venez, comme on le dit chez mes parents malinqués, Aïna, on va discuter ensemble. Parce que ce qu'on nous dit ici, c'est très important. Ça rejoint le sujet dès le départ. Vous voyez, le sujet dès le départ. Maître Blessy nous dit qu'ils ont reçu une convocation. Ils ont reçu une convocation pour qui et pourquoi? On va en parler, c'est très intéressant. Donc, Maître Blessy, affaire-nous. Jour-là, ma compagnie, une convocation dont était destinataire le porte-parole du PDCI-RDA. Le porte-parole du PDCI-RDA, M. Bredoumi Soumaïla, a reçu une convocation. Mais pourquoi? Comme on le dit chez les anglo-saxons, why? Why Bredoumi Soumaïla aurait reçu une convocation? Écoutons. M. Bredoumi Soumaïla Traoré. Il était arrivé la veille de la France. Ah,
Bredoumi Soumaïla, le doyen même que j'ai... J'ai fait une émission avec lui, hein, sur l'émission de Théophile Kouamouo, là. Oui, oui, oui. On n'était pas ensemble sur un plateau, il était en visio. Mais j'ai fait une émission avec lui. Il y a de cela, je crois, un mois ou quelques trucs. Donc, on dit qu'il était arrivé... Bredoumi Soumaïla est arrivé en Côte d'Ivoire la veille. C'est Maître Blessy qui le dit. Écoutons. Par un vol régulier, par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ok. Cette convocation demandait à M. Bredoumi de se présenter avec son conseil devant les affaires générales de la police à la préfecture de police. Ok. Donc ce matin, à 10h30, en compagnie de Maître Agueluc, du bâtonnier Agueluc, je me suis rendu avec l'honorable Bredoumi à la préfecture de police. Donc, Maître Blessy dit, il s'est rendu, suite à la convocation, d'accord, de la préfecture de police, il s'est rendu avec Bredoumi Soumaïla, accompagné du bâtonnier Maître Adjé. Ils sont allés. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous, Blessy. L'on a commencé donc la procédure. Ok. Aussitôt la procédure commencée, oui, que nous, avocats, Maître Agué et Maître Blessy, avons tenu à faire une observation. Ok. Laquelle? Laquelle des observations? On y va. Rappeler au procédurier de la police que M. Bredoumi Soumaïla était un député. Ah! Donc, Bredoumi Soumaïla est un député en fonction. D'accord. Parce que, selon les lois en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a 2 articles, en l'occurrence, il ne faut pas que je me trompe. Il s'agit, selon la constitution de la Côte d'Ivoire, celle de 2016, en particulier les articles 91 et 92. D'accord? Un député ne peut pas être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes qu'il a exprimés dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce qu'il est encore dans l'exercice de ses fonctions? Oui. Je vais venir pour la suite, parce qu'il y a la suite, certains éléments. On l'écoute. Dans l'exercice de ses fonctions. Un député de la nation. Et qu'il était député de la nation à l'Assemblée nationale, dont une session parlementaire était actuellement en cours. De sorte qu'en application des dispositions constitutionnelles, il ne pouvait ni être entendu, ni être retenu. Alors, donc, pour qu'il soit entendu, il faut qu'il y ait une session qui autorise la levée de son immunité pour qu'il puisse être entendu. L'article 91-92 évoque le cadre de l'immunité parlementaire en Côte d'Ivoire, mais même si le député a une immunité, il faut que l'Assemblée se tienne en session pour lever l'immunité pour certains cas. Est-ce que cela a été fait pour M. Bredoumi Soumaïla Traoré? Jusqu'à preuve du contraire, non. Donc, écoutons ce qui se passe. Ni être entendu, ni être retenu. Suivant les termes de la loi, l'article 91 et suite de la Constitution du Côte d'Ivoire. Vous avez entendu ce que je viens de vous citer, l'article 91, il a dit et suite 92. Je vous ai cité l'article 91 et 92. On y va, tonton. Cette observation ferme des avocats a conduit à un arrêt de la procédure. L'officier en charge de cette procédure a dû donc s'en référer à ses supérieurs hiérarchiques, au procureur de la République. Celui-ci, saisi, a dépêché à la préfecture de police, au cours de cette audition, un de ses adjoints, un procureur adjoint. Donc, le procureur, c'est-à-dire que l'officier de police, à la suite de la présentation de l'article 91 et suite, d'accord, concernant l'immunité parlementaire, et vu qu'il n'y a pas eu de session qui autorisait la levée de l'immunité parlementaire de M. Bredoumi Soumaïla Traoré, Maître Blessy, accompagné de Maître Adjé, qui sont ses avocats, ont présenté, d'accord, cet article-là lié à la Constitution. Suite à cela, l'officier de police
a informé son supérieur hiérarchique qui lui a informé le procureur. Le procureur, M. Kone Brahma, a dépêché un de ses représentants à la préfecture de police. Je vous explique clairement pour que vous puissiez comprendre. Faire connaître la position du parquet du Côte d'Ivoire, du tribunal d'Abidjan. Le parquet soutiendra-t-il, estime que nous sommes dans une procédure de flagrant délit. Parce que si nous sommes dans une procédure de flagrant délit, bien évidemment, M. Soumaïla Bredoumi Traoré, d'accord, dans une situation de flagrant délit, peut être pris. Dans une situation de flagrant délit, oui, il peut être pris. Dans un contexte du privé, si M. Soumaïla Bredoumi, je donne un exemple, chez lui à la maison, en tant que député, Dia son mousseau, il peut être pris parce que c'est dans un cadre privé. Mais si on le prend la main dans le sac dans une situation de flagrant délit, oui, on peut sortir ce prétexte-là pour le prendre. Donc, on attend ce que le représentant de M. Kone Brahma va dire. Je ne suis pas un expert en droit, hein. J'ai un niveau 3e. Mais j'ai lu un peu, puis école. On y va. Je l'énonce et je ne peux pas m'empêcher de rire. Une procédure de flagrant délit. Nous avons eu une discussion et nous lui avons opposé le fait que, en droit, la flagrance du délit est fondée essentiellement sur 3 situations. Le premier cas, c'est qu'on vous appréhende au moment de la commission des faits. Ok. Donc, le représentant de M. Kone Brahma, il a dit le motif, c'est un motif, d'accord, de flagrant délit. Donc, Maître Blessy, accompagné de Maître Adji, le bâtonnier, disent, ok, comme il y a flagrant délit, les cas de flagrance reposent sur 3 situations. C'est ce qu'il est en train d'expliquer là. On y va. Le deuxième cas? Le premier cas, il a dit, on te prend sur les faits. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de faire quelque chose là, on te prend sur les faits. C'est-à-dire que tu es en train de voler viande dans sauce. D'accord? Si on te voit, elle viande là, elle a casserole, ça, c'est un fait. Est-ce que tu comprends? Deuxième cas. C'est qu'on vous retrouve plus tard avec des éléments objets de l'infraction qu'on vous reproche. Ok, si tu dis que par exemple tu as déjà quelqu'un que tu as déjà, on mène l'enquête et plus tard on retrouve os de viande, bon pas déjà, on va dire que tu as volé viande dans la sauce. On ne t'a pas vu à l'instant. Mais on va fouiller dans tes affaires. Plus tard, on trouve les morceaux de viande là, qui est un peu pourri. D'accord? Mais c'est toi, parce que là, c'est l'élément, c'est l'objet en fait de la flagrance qui est là. Tu as volé la viande dans la sauce. Non, elle même volé la viande dans la sauce. Mais on te suspecte. On va, déjà, on fouille. Tu as une petite casserole en bas du lit là-bas où tu entasses les viandes. Ils vont mener les enquêtes. On dit, mais voici les éléments, d'accord, de la flagrance. C'est de ça qu'on parle. Donc, 3e élément. Troisième élément, la clameur publique vous poursuit. Dans ces 3 cas, il y a alors flagrant délit. La clameur publique vous poursuit, d'accord? C'est-à-dire la clameur publique, le public vous poursuit. C'est-à-dire que lui là, c'est un voleur. Par rapport à certains éléments dans ce 3e cas, bien évidemment, oui, on peut dire qu'il y a flagrance délit. D'accord? Et le flagrant délit motive par exemple Alain Lobognon, parce qu'Alain Lobognon avait tenu une conférence. Alain Lobognon avait tenu, le prétexte, hein, c'est qu'Alain Lobognon avait tenu une conférence. Donc, ils ont évoqué la jurisprudence Lobognon. Mais là, on n'est pas dans ce cas. Parce que M. Soumaïla Bredoumi n'a pas, c'était pas au moment, il est rentré. Donc, est-ce qu'il jouit toujours de son immunité? Allons-y au bout. Et puis, dans notre espèce, nous ne voyons pas dans quel cas il rangerait la procédure qui concerne M. l'honorable Bredoumi Soumaïla. On nous a répondu qu'il a fait des déclarations et aussitôt après s'est rendu à l'étranger. On dit Soumaïla Bredoumi a fait des déclarations et après il a gagné temps, il allait à Bengué. Donc, c'est ça là. Ce sont les éléments, selon eux, selon le représentant de M. Kone Brahma, ce sont les éléments de la flagrance, du flagrant délit. Écoutons. Oui, mais à l'étranger, cela n'empêche qu'une procédure judiciaire soit ouverte. Une procédure soit ouverte contre lui en application des dispositions du Code de procédure pénale. Et donc, si le parquet ne l'a pas fait... Ok. Donc, qu'est-ce qui nous explique ici Maître Blessy? Maître Blessy nous dit, mais si vous dites que M. Soumaïla Bredoumi Traoré
a tenu des propos et par la suite il allait à l'étranger, pourquoi le parquet, à cet instant-là, n'aurait pas ouvert? Parce que c'était dans l'instantanéité, c'était au moment là même, il y avait la situation. Selon vous, il a dit des propos. Pourquoi le parquet n'avait pas ouvert en ce moment à laisser Bredoumi y aller? Quels sont les éléments matériels qui accompagneraient? Parce qu'il y a 3 cas de flagrance délit. Quels sont les éléments matériels, d'accord? Les éléments matériels accompagnant ces flagrances délit, sachant que Bredoumi était à l'étranger. Pourquoi avez-vous attendu tout ce temps-là, maintenant pour venir sortir un cas de flagrance délit qui n'a plus lieu d'être? Qui n'a plus lieu d'être. Ça, ce sont les propos de maître, d'accord? Ce sont les propos de maître Blessy, accompagné de maître Adjé. Écoutons. Il ne peut pas attendre 4, 5, 6 mois après pour ouvrir une procédure et dire qu'il y a flagrant délit. Non, il n'y a pas de flagrant délit. On nous a fait dire il faut qu'il soit entendu. Mais il faut qu'il soit entendu, mais suivant la loi. Le serment que j'ai prêté en tant qu'avocat, c'est de défendre la loi. De défendre la loi, de défendre le client, mais ayant toujours en tête la loi, la légalité. Alors, je tiens à dire quelque chose à quelqu'un. Il est jugé sur des déclarations. C'est du verbal. La déclaration n'est pas un objet matériel. Si on le prend sur le coup, parce qu'il a cité 3 cas de flagrance délit. J'ai même expliqué en prenant l'exemple dans la viande dans la sauce. D'accord? Et j'ai dit, l'objet, d'accord, de cette flagrance-là est le morceau de viande. Lui, c'est sur du verbal. On le juge. C'est sur du verbal. C'est des paroles. Donc, à ce moment-là, le parquet ouvre une enquête pour dire, ah, ta déclaration est temps. D'accord? Je ne dis pas qu'il est accusé. Hein. Je n'ai pas dit ici qu'il est accusé. On donne une situation, un point de vue. Je n'ai pas dit ce que je n'ai pas dit. Ok? C'est ce que le représentant du procureur, du parquet dit là. C'est ce que je répète et c'est ce que Maître Blessy dit que je répète. Donc, écoutons. On dit, c'est suite à cette déclaration qu'il est parti à Ben. Maintenant, son avocat dit, ah, mais pourquoi le parquet n'a-t-il pas ouvert et attendu au moins 4 mois, 5 mois? Il a donné un exemple. Écoutons la suite. La légalité. Et donc, il serait difficile pour moi, en tout cas, d'accepter que de façon aussi évidente, une telle violation puisse se faire. Nous avons opposé ça au procureur qui a insisté pour que l'audition puisse se tenir. Okay. Donc, lui, il propose l'immunité parlementaire de M. Bredoumi. Le procureur, il oppose, d'accord, un non-recevoir. Le procureur prend le dessus. Écoutons. Bredoumi et les avocats ont dit qu'il faisait valoir le droit au silence de M. Bredoumi, qui ne voudrait pas se faire complice de la violation du principe de l'immunité parlementaire. Ces avocats ont demandé à Dakar, il a fermé sa griffe. Il ne faut pas qu'il va bailler, d'accord, en s'appuyant sur le principe de l'immunité parlementaire. Cela a été consigné dans un PV, nos observations, et le droit au silence. Le droit au silence marqué dans le PV, le procès verbal de cet échange. Avant que l'on ne décide de garder à vue notre client. D'accord, ils ont décidé de ne pas tchala, ils sont restés avec en fait Bredoumi. C'est leur client. Maître Blessy et Maître Adjé ont décidé de rester aux côtés de Bredoumi. Ces faits sont graves. Ces faits sont très graves. Ces faits sont très graves dans cette République. C'est une violation grave de l'état de droit. Une violation grave du droit parlementaire. Une violation grave, pas d'une loi ordinaire, non. Pas d'une loi organique, non plus. Mais d'une loi constitutionnelle. D'une disposition constitutionnelle, parce que mais on revient encore toujours sur le même sujet, c'est-à-dire viol de la Constitution, d'accord, on vous le dit, on vous le répète. Je le dis ici souvent aux gens. Tant que vous allez rester dans des calculs politiciens, ces choses-là vont toujours prospérer. Je suis désolé de vous le dire. Voilà. Tant que vous allez rester dans... C'est une question de cohérence. On s'efforce, on vous le dit. Vous ne voyez pas que depuis les années 2000,
Tout repose sur des problèmes constitutionnels en Côte d'Ivoire. Et que celui qui a le pouvoir détient la force constitutionnelle. Vous n'avez pas remarqué? Nous-mêmes qui sommes vos enfants, là, qui n'avons pas expérience politique, là, on le voit. On le voit. On vous dit, si vous décidez de rentrer frontalement contre ce pouvoir dans un combat politique... Parce que l'immunité parlementaire procède de prescription de la Constitution. Attendez. Un instant. Voilà. Si vous voulez rentrer frontalement contre ce combat et vous jugez que les lois ne sont pas appliquées, à un moment aussi, il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas participer à quelque chose et puis quand vous criez au secours, oh, vous connaissez leur méthode. Franchement, je ne comprends pas. Vous savez comment une personne fonctionne. Mais vous voulez toujours aussi participer, je ne sais pas, aux actions que les gens font. Mais est-ce que ça, là, c'est une surprise? Est-ce que c'est une surprise? Vous-même, vous n'étiez pas en train de dire que non, le gars, le 4e mandat, il ne respecte pas la Constitution. Donc, qu'est-ce qui vous étonne? Enfin, je ne comprends pas. Nous-mêmes, on n'est rien là. Nous, on n'est rien là. Le fait de venir parler comme ça, là, les gens nous menacent, ils nous disent, hé, ça là, c'est là-bas, tu dis, il faut venir à Abidjan. Nous, on n'est rien. Nous, on n'est rien. On n'a pas le niveau des Bredoumitos. On n'est rien. Mais le fait de parler déjà là, c'est les gens même qui vont te dire, va te mettre dans la gueule du loup. Nous là, nous, on n'est rien. Mais vous qui êtes en haut là aussi, ah! Vous qui êtes en haut là, ah! Demain aussi, quand vous allez faire élection là, quand vous allez contester des villes où vous avez gagné là, et puis ça va parler quelque part là, qu'est-ce qui va vous surprendre? Par moment, je ne sais pas si c'est une secte la politique en Côte d'Ivoire. Moi je ne comprends pas, comme je ne suis pas dans votre milieu là, je ne sais pas si c'est une secte ou quoi, mais il y a des choses qui sont... C'est cohérent. Et même ils ne le cachent pas. Ils ne le cachent pas. Ils disent qu'ils veulent aller au parti unique. Vous n'avez pas entendu ça? Moi, ce matin, j'étais sur un panel. Il y a un gars du RHDP qui a dit clairement, eux là, ils veulent aller au parti unique. Mais c'est même plus caché. Ils cachent même plus leur projet. Mais c'est vous là qui faites semblant, les porteurs de cravates là. Oui, bon, voilà, nous sommes en politique. On va avoir la majorité. Moi, je vous regarde. Je vous regarde. Amusement où il y a VDT là. Amusement, il y a VDT, on dit VDT mort là. Je ne passe pas là-bas. Parce que VDT là peut devenir vipère. Amusement où on dit VDT a mordu quelqu'un là. Moi, je ne vais pas là-bas. Et ça là, c'est pas être lâche, c'est être lucide. Parce que VDT là peut devenir vipère. Je ne comprends pas. Par moment, je suis là, je ne sais pas si c'est une secte. Je n'ai pas le niveau des politiciens, je ne sais pas. Si c'est une secte, mais je ne comprends pas. C'est comme s'il me dit, si Ouattara est en pleine forme, Ouattara va laisser le PDCI battre aux élections. Les gars, laissez ça. Vous le savez très bien. Arrêtez de rêver. Même votre truc d'élection législative, là, on va avoir la majorité. Arrêtez ça. Trouvez d'autres prétextes, trouvez d'autres choses. Arrêtez ça. Non, je le dis franchement, arrêtez ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Vous savez ce que ça a donné? J'ai fait exprès de faire quelques tours. Vous savez ce que les gens du RHDP disent? Eux-mêmes, ils disent, mais Bredoumi est venu pourquoi? Ils disent, Bredoumi est venu pour les avantages du poste de député. Regardez. Même le RHDP dit ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Militants du RHDP, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ils disent, Bredoumi est venu faire quoi? Mais Bredoumi est venu pour les avantages du poste de député. Parce que bientôt, il y aura législative. Regardez ce qu'ils pensent, eux-mêmes là, ce qu'ils pensent des gens. C'est pas agréable, c'est pas joli. Demain là, comment vous voulez donner... C'est pour ça que quand je donnais l'exemple de la jeune fille qui a au moins 3 personnes qui la financent. C'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, en fin de compte, les gens sont désabusés. Parce que les aînés là, leur rôle là, c'est de donner l'exemple. C'est pour ça que je dis que tout le monde ne peut pas être politicien. C'est ce que je disais si Charles Bleu écoutait. Tu veux réunir la gauche comment? C'est pour venir dire que je suis allé me mettre à côté de Nati Baba à genoux. Ça apporte quoi au peuple ivoirien? C'est quoi la différence entre ce genre de sujet et ce que Mahabio fait? C'est quoi la différence? La seule différence, c'est que vous portez des costumes, vous dites que vous parlez de politique, mais sinon il n'y a pas les grandes différences.
Quand Mabio met sa caméra, puis il dit Logbo là. Les gens répètent aussi Logbo. Les gens répètent aussi Logbo en public. C'est quoi la différence? Aujourd'hui, le politicien est vu comme quelqu'un, l'opposant politicien est vu comme quelqu'un qui est dans des arrangements politiques. Il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de valeur. Sauf ceux qui s'intéressent à la politique. Il y a des gens qui aiment ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime la politique. Même celui qui n'aime pas la politique, là, il se dit, il y a des politiciens qui font la vie politique. Mais aujourd'hui, là, opposant aux hommes au pouvoir, le citoyen ivoirien les voit comme des gens qui mangent, ils s'arrangent entre eux. Quand Ahmed Bakayoko est parti à Bonois pour dire, ne vous mêlez pas de la politique parce que vous ne savez pas ce qu'on fait entre nous quand on se voit en secret. Mais il y a des gens qui prennent ça comme un exemple. Mais ce n'est pas un exemple parce que ça tue dans la tête du citoyen pour dire, ah, donc moi, il y a les métiers pour des gens qui font des deals entre eux. Il y a les métiers pour des gens qui font des deals entre eux. C'est quoi le narratif du RHDP? Qu'est-ce que le RHDP dit? N'allez pas perdre votre vie pour des politiciens. Même sur Nayo, là, ils ont dit que c'est les politiciens qui vous manipulent. Il n'y a plus d'éthique dans la vie politique. Qu'on soit opposant. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est rare de voir des gens qui sont cohérents. Mais comment tu dis que tu es contre un 4e mandat? Tu dis que tu es contre un 4e mandat, et puis tu vas aller participer. Mais attends, et puis tu es étonné que les gens là, ils t'attrapent, ils te maltraitent. Tu es étonné. Tu es étonné. Tu es étonné. Quand Maître Blessy, toi-même tu parles, tu dis oui, l'immunité parlementaire, tu as raison. Mais tu es étonné pourquoi? Qu'est-ce qui vous étonne? Citez tous les articles de loi, citez tout. Si eux ils disent, ils vont te prendre, ça va parler quelque part. Ça va parler quelque part. Et c'est la cohérence du RHDP. Hein? Maintenant, si tu veux, va participer. Toujours quand je m'exprime, je dis quel est le moyen coercitif de l'opposition. Je dis, quel est le moyen, quand vous voulez contester là, sur quoi vous appuyez pour contester? Parce que le peuple, il est livré à lui-même. Le peuple est livré à lui-même. Quand le peuple dit qu'ils sont contre le 4e mandat, et puis une semaine après, vous faites des communiqués pour dire, bon, en fin de compte, on va aller participer après l'élection de celui qui a violé la Constitution. Ils vont vous dire quoi? Le RHDP est content, et puis ils vont se moquer de l'opposition, ils vont dire, on vous avait dit non. Tout ça là pour ça. Et puis les gens disent, ah, il n'y a même plus bon politicien. Moi, je donne plus ma vie, je ne donne pas ma vie politicien. Et puis le RHDP dit, Ado est trop fort. On vous a dit Ado. Mais Ado est fort parce que vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent, je suis désolé. Laurent Gbagbo là, on dit son PPACI c'est vide, non? Mais il est assis au camp. Lui, il dit, il va pas quelque part. Il dit, il va pas quelque part. Gbagbo, il est assis au camp, il regarde. Vous ne voyez pas, les gens sont en train de sauter comme des vers de terre partout. Vous avez entendu Gbagbo? Il ne parle pas. Lui, ils sont communiqués. C'est quand tu vas te présenter là, il te dit, ok, on te relève de tes fonctions. On te relève. Il est assis au champ. On peut tout reprocher à Gbagbo. Mais là. Le gars, vous entendez Gbagbo? C'est les gens qui parlent autour de Gbagbo. Ils sont obligés d'aller dans le Béret pour dire, Gbagbo partait recevoir les gens chez sa maîtresse. Vous entendez les gars? Ils sont dans la gamme, ils sont assis. La cohérence là, par moment, ça sauve. La cohérence là, par moment, ça sauve. Par moment, ça sauve. Parce que là, s'il y a un débat, le PPC va venir s'asseoir au camp pour dire, nous, on est dans l'affaire des Nayo, on est dans l'affaire de temps plein nos morts, mais nous, on a dit, on est contre le 4e mandat, on n'est pas dedans. Ils ont au moins quelque chose à dire. Et voilà, quand je parlais, et ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et je prie que mon frère Ousmane Chérif ne soit pas pris. Ah, je prie que mon frère Ousmane Chérif ne soit pas pris. Les gens du PDC qui étaient en train de dire que oui, pourquoi Thiam est à Paris? Vous voyez pourquoi Thiam est à Paris maintenant? Vous voyez pourquoi Thiam est à Paris, non? Le grand Bredoumi Soumaïla, que je respecte. Regardez, je vais vous citer les faits qui sont reprochés à Bredoumi Soumaïla. Je vais vous citer les faits. Vous allez voir ce qu'on reproche à Bredoumi Soumaïla. Attendez. Vous allez voir son nom. Vous connaissez le jeu. Attendez. Voici les chefs d'accusation contre Bredoumi Soumaïla. Acte terroriste. Appel à l'insurrection, à la haine et à la xénophobie. Vol. Incendie volontaire de biens publics et de biens privés. Incitation au meurtre. Complot contre l'autorité de l'État. Atteinte à la sûreté de l'État. Atteinte à l'ordre public. Incitation à la révolte populaire.
une observation d'une décision de justice ou administrative, dénonciation calomnieuse. Tout ça là, pour l'homme là seul. Tout ça là, pour Bredoumi Soumaïla. On chef d'accusation. Dans toute sa carrière politique, ce monsieur-là, il a toujours milité au PDCI RDA. Un cadre de son pays. Parce qu'il s'est levé et dit qu'il est contre le 4e mandat. Et autres, voici son résultat. Eux, c'est les grands, hein. C'est eux qui sont en haut, là, c'est les politiciens. Voilà. Pour Bredoumi Soumaïla. Bredoumi Soumaïla. On a dit quoi? C'est la loi du plus fort. C'est la vie. C'est la loi du plus fort. Vous pouvez dire quoi? Vous montez ou vous descendez, vous allez dire quoi? C'est la loi du plus fort. Donc on dit souvent d'être cohérent. C'est pas parce qu'on est les plus intelligents. On sait pourquoi. Moi, j'ai analysé. J'ai dit, ah, je vais avoir ma liberté de m'exprimer, d'expression. Mais où vers des terres pique là, je ne peux pas passer là-bas 2 fois. Parce que vers des terres là peut devenir vipère. Mais ma liberté de parole là, depuis que je parle là, vous m'avez entendu insulter quelqu'un? Vous m'avez vu insulter vulgairement quelqu'un? Non. Mais ce que je dis là, c'est pas bon. Il y a des points sur la planète Terre là. On ne parle pas comme ça. C'est soit tu fermes ta bouche au royaume, ou peut-être il faut mettre des bonbons sur tes paroles, et puis on va dire que tu... Sinon, il y a des espaces sur la Terre, planète Terre là. On ne parle pas comme ça. Tu parles là même là, et puis tu entends go go go, ou même migrant, oh, coupé. Et puis on te met sur Internet. On dit que tu as voulu faire atteinte à la sûreté de l'État. Parce que tu as voulu parler de budget. Tu as parlé, tu dis que tu es contre un roi. Il y a le coin là, quand tu es contre le roi, il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas t'amuser. Donc comme moi je sais que je ne peux pas vivre dans la monarchie là. Je me gère où je suis. Vous entendez des injures dans ma bouche? Quand je me trompe même, je viens, je dis, ah les gars, excusez-moi, je me suis trompé. Mais malgré ça là, les sujets du roi, souvent ils écrivent en bas, ils te disent, hey, faut pas venir dans le royaume, hein. Je l'ai dit, où vers des têtes piques là? Je ne vais pas là-bas. Un vipère peut encore avaler mon pied. Donc, je ne comprends pas. Vous avez dit que le gars là, le roi, sa majesté, l'empereur, l'homme le plus lucide et intelligent de la terre, son 4e mandat illégal. Vous cherchez quoi? Je ne sais pas. Non, on va avoir la majorité au siège. Depuis que l'empereur est au pouvoir là, tu as déjà vu un semblant d'opposant qui a eu même un peu la moitié. C'est aujourd'hui, Dieu va faire des miracles. Yahweh va faire des miracles. J'ai mal pour Bredoumi. Bredoumi a tué qui? Bredoumi, il y a des gens des cyberaktivistes ici, là, qui crient. Vous avez vu Bredoumi crier combien de fois? À son âge, là, 11 chefs d'accusation. Bon, en tout cas, tonton, tout ce que je peux te dire, c'est la vie politique. Hein. C'est pour ça que nous, on n'est pas politiciens. Sois fort. On espère que ça va s'arranger pour toi. Tu es censé battre ta campagne. Mais là, tu es dans une affaire. Donc, Maître Adjé et Maître Blessy puissent t'accompagner. À mes frères du PDCI RDA, c'est la politique. Soutenez le tonton. Faites tout pour qu'il puisse sortir. Et moi, je vous souhaite bonne chance pour la campagne. Comme vous êtes en plein dans la campagne, en tout cas, gagnez. Gagnez pour que vous puissiez peser sur l'Assemblée. Gagnez. C'est tout. Moi, je peux me tromper. Hein. Je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas demain. Peut-être vous pourrez avoir même une majorité là-bas. Avec le RID. C'est ça, non? Le RID. Vous pouvez avoir une majorité. Je ne sais pas. Si vous avez gagné là, moi, je vais venir me dire ici, ah, bravo. En tout cas, pour une fois, sous l'empereur là-bas, il y a quelqu'un qui a pu renverser la tendance. Moi, je vais venir vous féliciter. Vous allez venir m'insulter. Je vais vous dire que vous avez raison. D'accord? Donc, en tout cas, j'espère véritablement que cela s'arrange pour le tonton Bredoumi. Et puis, bonne campagne. J'ai vu le journaliste là, qui parle, le tonton là, qui bateau. Il était sur une moto même, il allait dans un village, il partait battre campagne. Bonne campagne à vous, c'est tout que je vous souhaite. Moi, en tout cas, je ne suis pas dans le contexte de la campagne. Moi, c'est mon pays. Chaque jour, il y a une situation, je viendrai parler parce que je suis naturellement et foncièrement contre le 4e mandat. Ça là, ça ne changera pas. Je suis contre le 4e mandat. Je suis contre le... Comment ça? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Et puis, est-ce que vous m'avez vu insulter? Au contraire, le procureur, même M. Brahma, même là, si les autres vidéos là, il est contre moi,
Mais là, ils doivent me féliciter parce que j'ai suscité des articles. Ils veulent que les jeunes Ivoiriens s'intéressent aux tests de loi. Mais je vais dire, moi, je suis naturellement contre le 4e mandat. Pour moi, mon nom au 4e mandat est maintenu. J'en ai pas honte. J'en ai pas honte et j'assumerai. Chacun met de son histoire, c'est tout. En tout cas, j'ai pris vraiment plaisir. J'ai pris assez de temps, énormément de temps à échanger avec vous. Je vais laisser quand même quelques personnes monter. Voilà, parce qu'il est midi, là, ici. Je crois qu'il est 11 h à Abidjan. Je vais laisser quelques personnes monter, s'exprimer rapidement et puis ensuite, on pourra se séparer tranquillement. D'accord?